nous sommes le 11 février, c'est la journée internationale des femmes et filles de sciences. À cette occasion, nous interviewons Anna Camerao. Bonjour Anna. Bonjour Marilou. Anna est directrice du centre SPIN à Mines-Saint-Étienne et c'est la seule directrice femme d'un centre de recherche dans notre école. Et donc pour cette journée internationale des femmes et filles de sciences, on voulait un peu revenir sur son parcours pour voir comment aujourd'hui on évolue en tant que femme dans un milieu majoritairement masculin qu'est l'ingénierie. Pour commencer, est-ce que tu veux nous parler un peu de ton parcours académique et de ton parcours professionnel ? Comment tu es arrivée à être directrice de centre de recherche ? Écoute, moi, quand j'étais enfant, j'ai très tôt commencé par aimer les sciences. Donc d'abord les maths, puis la physique et puis la chimie. Et puis vers les 14 ans, j'ai découvert que le métier d'ingénieur, il regroupait les trois. En fait, il pouvait regrouper les trois. Et donc c'est vers les 14 ans que j'ai décidé d'aller faire un diplôme d'ingénieur. Pendant ma formation d'ingénieur au tout début, je voulais faire de la production. Et puis, vers la fin de mes études, j'ai commencé à m'intéresser à la recherche puisque je me suis dit que ça allait mieux m'aller en fait au niveau de ma curiosité, en fait, de vouloir apprendre toujours des nouvelles choses. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage d'ingénieur en recherche en France. Donc, mes études, je les ai faites à Lisbonne. Études d'ingénieur et puis la fin de mes études en France et cela a été suivi après d'un diplôme de doctorat en ingénierie et environnement. Et pendant mon doctorat, j'avais toujours dit que jamais je serais prof. Et puis pendant mon doctorat, j'ai fait des enseignements. Et puis ça m'avait bien plu. Les élèves, ils étaient motivés. C'était différent de ce que je connaissais au collège et au lycée, en fait. Et je me suis dit, finalement, ce que j'aimerais faire, c'est rentrer dans une carrière académique. Et puis en 2007, je suis rentrée à l'école des Mines Saint-Étienne en tant que maître de conférence. Et donc après quelques années autant que maître de conférence, j'ai passé mon habilitation à diriger des recherches en 2016. Et là, j'ai eu envie de nouveaux défis, d'apprendre des nouvelles choses. Et c'est quand j'ai commencé à avoir des missions plus de management. Très bien. Et est-ce que la langue a été une barrière, toi qui venais du Portugal ? Alors au début, oui. Je suis arrivée à la fin de mes études d'ingénieur, donc du coup, j'avais eu 2 années de français au collège, donc ça faisait un peu loin. Donc je ne parlais pas vraiment les premiers temps, et puis je comprenais pas complètement tout ce que les personnes me disaient. Je comprenais la globalité. Mais pendant mon stage, j'avais très envie de pouvoir communiquer bien et en français. Donc je me suis imposé une discipline où j'ai écouté la radio, je lisais les journaux. Et puis tous les soirs, j'avais un livre d'exercices de français. Donc je faisais des exercices de français, bien sûr avec des tutos. Et puis je lisais à voix haute. Après, plus tard, donc j'ai eu quelques cours de français pendant le doctorat. Et puis, quand je suis arrivée dans la carrière scientifique, donc du coup, autant que maître de conf, j'ai voulu améliorer mon français. Donc, au tout début, en fait, quand tu apprends une langue que tu connais pas, tu as vocabulaire restreint. Comme j'étais dans un milieu scientifique pendant le doctorat, bon, je maîtrisais totalement les mots techniques en français, mais je maîtrisais pas d'autres sujets, en fait, des sujets de société, j'avais pas le vocabulaire. Et puis après, en milieu professionnel, je voulais que mon français soit un peu plus sophistiqué, un peu plus soutenu. Donc j'écoutais beaucoup mes collègues, des séminaires, donc je notais les mots, et c'est comme ça petit à petit que j'ai enrichi mon vocabulaire. Et aussi à un moment donné, j'ai fait un effort pour l'accent, puisque l'accent m'embêtait. Et je trouvais qu'il n'était pas suffisamment bon, surtout les en, les u et les o. Et en fait, j'avais des cassettes, chose qui aujourd'hui en voie de disparition, on n'existe plus. J'avais des cassettes, des bandes son en fait, avec des mots en et donc il y avait les mots et puis un espace sans rien pour qu'on puisse répéter à voix haute. Donc ça, je l'ai fait beaucoup. Et j'avais une petite cassette sur le u. Et là, en fait, j'entendais pas de tout la différence entre U et O. Donc, tant que tu n'entends pas, tu ne peux pas le reproduire. Donc, ça, j'ai pas poursuivi cette cassette-là. Et aujourd'hui, c'est toujours un peu de mes problèmes, en fait. Donc, tout ça, ça t'a mené à être directrice du centre de recherche SPIN en début 2024. Est-ce que toi, en tant que directrice de centre, tu
tu t'emploies à promouvoir l'ingénierie pour que ce pourcentage remonte. En fait, est-ce que pour toi c'est une mission? Est-ce que ce chiffre est concernant pour toi? Oui, parce qu'en fait en 2007 on était vers les 16-17%, ça a augmenté jusqu'à 28% il y a 2 ans, et puis là en fait ça descend très, très abruptement en fait, donc on est à 18% aujourd'hui, et ça c'est un problème puisque dans tous les métiers il faut avoir de la diversité pour qu'il y ait de l'innovation et que cette innovation elle soit le plus riche possible. Donc je trouve que ça c'est vraiment très très important, et je me sens concernée par ce sujet-là. Donc du coup à l'école il y a plusieurs programmes justement de témoignages, et donc du coup je participe depuis un certain nombre d'années auprès des lycéennes et puis des collégiennes. Et puis au-delà de ça, je me suis aussi engagée dans d'autres associations à l'extérieur de l'école qui vont pour témoigner sur mon métier, mais aussi qui permettent de discuter sur ces sujets-là de diversification et de besoin que cela existe dans tout métier, notamment dans les métiers scientifiques. Je m'étais commencé à m'intéresser après mon HDR en fait en 2016. Je m'étais inscrite, ma première association où je me suis inscrite sur ces sujets, c'était le réseau Expert qui rassemble des experts de tout domaine, et parmi lesquels les médias peuvent trouver des experts pour venir témoigner ou participer à des émissions, des reportages, etc., pour qu'il y ait une égalité de représentation sur les plateaux télé, en fait, autant des femmes que d'hommes. La représentation, c'est vraiment un sujet important, je trouve, quand on parle de féminisation de l'ingénierie. Quand on demande aux élèves c'est quoi les leviers pour féminiser les sciences et l'ingénierie, elles parlent souvent justement de modèles. Elles ont besoin de représentation, elles ont besoin de modèles. Et est-ce que toi, pendant tes études, mais aussi aujourd'hui, tu as eu besoin de modèles féminins scientifiques ou même de modèles scientifiques tout court? Alors, modèle scientifique tout court, mais féminin aussi, on a besoin. Autant que enfant, jeune fille, on a besoin. Je me souviens quand j'étais enfant, on parlait beaucoup à la maison de Marie Curie, d'Einstein, donc du coup aussi des modèles masculins. Parce que dans mon entourage, il y avait des personnes qui avaient fait des cours, qui avaient eu des cours à la faculté de sciences de Lisbonne, avec une ancienne assistante dans le laboratoire de Marie Curie, donc qui avait travaillé avec elle. Et donc du coup, je trouvais ça extraordinaire d'avoir eu quelqu'un proche de Lisbonne, donc où j'habitais, qui avait travaillé avec quelqu'un si reconnu au niveau scientifique. Après, on a besoin aussi de modèles dans l'entourage familial et autres. Donc du coup là-dessus, il y a certaines femmes qui ont été importantes. Et puis aussi dans l'école d'ingénieurs, en fait, il y avait quand même beaucoup de femmes profs dans ma spécialité. Qui m'ont servi d'exemple, avec lesquels j'ai beaucoup discuté, notamment quand j'ai commencé à m'intéresser à la recherche, avec lesquels je suis restée amie en fait, même après la fin de mes études, et on est restés amis jusqu'à aujourd'hui en fait. Et après, en cristallisation et dans mon domaine aussi, il y a des femmes qui m'ont permis, et même au niveau scientifique, qui m'ont permis aussi d'avoir des exemples, de pouvoir échanger, de poser des questions, des choses parfois très simples du quotidien, et ça permet de te dire non, c'est possible, tu vois. Quand tu commences à te dire non, je ne vais pas pouvoir le faire, c'est pas pour moi, en fait, ces personnes-là, elles ont été importantes parce qu'elles m'ont dit, je me souviens quand on m'a proposé de faire le doctorat, quand on m'a demandé si j'avais envisagé de faire un doctorat en France, je demandais à ma prof au Portugal, est-ce que vous pensez que je suis capable de faire un doctorat? Et elle m'a dit, mais quelle question? Donc effectivement, quelques années après, je me dis quelle question, mais en fait on peut avoir des questions comme ça à n'importe quel moment de notre vie en disant est-ce que cette mission elle va être faite pour moi? Est-ce que je vais être capable de le faire? Même avant de prendre la mission, postuler pour la mission de directrice de centre, ça a été le résultat d'une réflexion d'un an, puisque ça engage aussi ta vie personnelle, donc ça a un impact. Et donc du coup, c'est important à ce moment-là de pouvoir échanger, de pouvoir réfléchir, discuter. C'est absolument, c'est primordial en fait, se renseigner. Ouais. Parce qu'il y a vraiment une question de... On se décourage un peu toute seule. Il faut avoir cette représentation parce qu'on fait face à des stéréotypes tous les jours, à des découragements. Et donc il faut se prouver à nous-mêmes qu'on peut y arriver. Exactement. Et prouver à l'entourage qu'on peut y arriver. Et c'est aussi quelque chose qui ressort beaucoup quand on interroge les élèves justement. C'est un peu les stéréotypes de genre auxquels elles doivent faire face. Est-ce que toi aujourd'hui tu fais encore face à ce genre de stéréotypes?
Oui, malheureusement, en fait, les stéréotypes, ils sont ancrés dans certaines personnes et puis dans certains environnements. Alors nous, on est un peu protégés de ça à l'école des mines, mais moi, je participe à des réunions, à des groupes de travail divers et variés, mais moi aussi dans ma vie personnelle aussi. Hein. On peut être face à ces stéréotypes au niveau personnel. Et effectivement, on peut parfois nous dire qu'on parle trop, même si notre temps de parole il est pas très long. On peut aussi, ça m'est déjà arrivé de dire quelque chose en réunion et un homme dit une autre chose, et puis quand mon idée elle est reprise par quelqu'un d'autre, je ne suis pas citée, alors que les hommes ils sont souvent cités, en fait, beaucoup plus cités que les femmes. Ça, c'est un exemple. Et puis, je pense aussi que dans certains milieux où je suis arrivée, j'étais la seule femme. Aussi, le fait que ces sujets-là ils soient discutés et qu'on soit alertés. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes filles elles doivent être alertées pour ces questions-là, avec des exemples précis, avec parfois tout un ensemble de complexes aussi qui viennent et qui entourent les femmes, en fait. C'est qu'il faut les comprendre pour s'en affranchir. Donc dans certains milieux, je pense que le fait que moi je sois présente, déjà ça a fait changer les choses, puisqu'il y avait peut-être un mode de fonctionnement qui était où il n'y avait pas de femmes, donc du coup il y a une femme qui arrive, donc comment est-ce qu'on fait? Donc, et je pense que pointer, non mais là en fait j'ai dit ça, mais ça a été repris, ça n'a pas été mentionné, dire bon finalement j'ai pas pu ouvrir la bouche pendant la réunion, dire ces choses-là, je pense que ça a fait changer aussi la façon comment les personnes qui m'entouraient à cette époque-là ont pu changer leur façon de travailler avec des femmes et les intégrer, et puis je pense que ça a été un levier de changement qu'après ne s'arrête plus, donc du coup ça va que vers de l'intégration de plus des femmes dans l'ensemble des discussions, dans l'ensemble des décisions aussi en fait. Tu nous as dit que tu venais d'une famille assez égalitaire et que c'est au moment de ton parcours professionnel que tu as compris qu'effectivement il y avait des inégalités et que ça avait été important pour toi de lutter contre et qu'effectivement il fallait pointer du doigt quand une femme se faisait couper la parole, quand une femme n'était pas reprise ou quoi que ce soit. Donc c'était important pour toi. Tout à fait, effectivement, je pense que ces sujets-là, ces sujets d'égalité, ils ont éveillé en moi une réflexion profonde sur le passé en fait. Ouais. Et finalement, quand j'ai fait une relecture de mon passé et de mon histoire, dans ma famille, en fait, c'était un entourage extrêmement aidant. Et puis, il y avait beaucoup de femmes. Donc, du coup, les femmes, elles faisaient des choses d'hommes. Et puis, les hommes, ils faisaient des choses des femmes. Donc, du coup, j'ai jamais été soumise à ce genre de différence. À l'école, non plus, de mon souvenir. Et puis, c'est venu plus tard, en fait, quand on commence à rentrer vraiment dans la vie professionnelle. Et puis, parfois, ça peut arriver aussi en école d'ingénieur, même si dans ma spécialité, les femmes elles étaient nombreuses. Donc, du coup, finalement, on a moins ces choses-là. Mais c'est vrai que c'est dans la famille que ces stéréotypes ils se développent. Oui. Et effectivement, je les avais pas. Et puis après, je les ai rencontrés au fur et à mesure. Il faut les identifier. Oui. Pour finir, on va juste revenir sur un événement auquel tu as participé. C'est l'événement Elle bouge pour l'orientation. Donc c'est un événement qui promeut l'ingénierie auprès des collégiennes. Donc tu t'es déplacé dans différents collèges de la région pour parler à des collégiennes, des élèves de 3e, de ton métier. Je voulais savoir qu'est-ce que tu retirais de cet événement-là et pourquoi toi tu penses qu'il faut s'adresser à des élèves plus jeunes que des collégiennes? Alors ça, j'étais face à souvent en fait, collégiennes ou lycéennes en fait, les choix ils sont déjà presque faits. Donc du coup, le changement, enfin notre présence, je ne sais pas si elle a un gros impact. Alors que je pense que il faut aussi intervenir au niveau des maternelles et des primaires en fait, pour commencer, pour que c'est au moment où ils se font leur représentation du monde, hein, et donc du coup pour qu'ils puissent voir, des femmes ingénieurs. C'est plus facile pour un enfant en maternelle de voir une femme maîtresse ou médecin qu'ingénieur en fait. Donc du coup, les représentations elles commencent assez tôt. Et puis après, je pense qu'il faut parler de l'industrie.
puisqu'en fait, je pense qu'il y a aussi une démobilisation dans les métiers de l'industrie parce qu'il y a une mauvaise vision de l'industrie. L'industrie, elle est vue comme un environnement polluant, toxique, peut-être qui dénature le paysage en fait, finalement. Et alors que quand j'étais enfant, en fait, j'avais pas du tout cette relecture-là. C'était plutôt une source ou un levier de croissance, de développement, d'éducation. Et donc du coup je pense qu'il faut démystifier aussi ce que c'est l'industrie aujourd'hui, puisqu'elle peut être éco-efficiente, elle peut être peu émissive, voire zéro émissive, et elle va servir à faire du recyclage. Elle a un vrai rôle à jouer dans la société, puisqu'on a besoin de production, on a besoin de produire, et parce qu'on a besoin de tout un ensemble d'objets, et c'est l'industrie qui peut les apporter. Et les métiers dans l'industrie, ils sont innovants, on apprend plein de choses, ils sont dynamiques en fait, et c'est ça qu'il faut montrer aujourd'hui. Peut-être qu'on a une idée aussi de l'industrie un petit peu du siècle passé en fait, alors qu'aujourd'hui l'industrie peut être extrêmement dynamique et changeante et innovante et coefficiente en fait. Voilà. Mais tu nous disais que toi, en plus, tu avais évolué quand tu étais plus jeune dans un milieu industriel, oui. Et tu n'avais jamais eu une mauvaise image de l'industrie parce que... Non, parce qu'en fait, l'environnement industriel, effectivement, c'était marrant parce que parfois, on passait même, parfois pour se déplacer, la ville s'était développée autour de l'usine, hein, qu'on est arrivé dans plusieurs villes, et donc du coup, on passait au milieu presque de sites industriels, on voyait les tuyaux en fait au-dessus de la tête, et ça m'avait, je pense que ça aussi, ça venait pour quelque chose dans mon souhait d'être ingénieur, parce que ces machines elles m'intriguaient, et puis j'avais dans mon entourage des personnes aussi qui travaillaient à l'usine, et donc du coup pour elles ça avait été un levier de croissance, hein, de leur vie personnelle en fait, de bonnes choses en fait, d'apporter de la santé, de l'éducation, la façon de subvenir aux besoins de leurs enfants pour les faire avoir par exemple une formation. Les usines à côté d'où j'habitais en fait, elles avaient développé tout un petit village autour d'elles en fait, avec école, avec des bourses d'excellence, avec cliniques médicales, avec supermarchés. Donc il y avait un environnement qui avait permis à beaucoup de personnes en fait d'amener leurs enfants vers des études, à faire des études, et même il y avait colonies de vacances pour les enfants, chose qu'à l'époque au Portugal était assez rare d'amener les enfants en vacances, et donc ça dans ma région ça avait été vraiment marquant et important pour son développement en fait. Très bien. On arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu as un message à passer, un encouragement pour les jeunes filles qui veulent s'engager dans une carrière scientifique, ou même pour les chercheuses qui y sont en ce moment? Alors, je pense que, donc, premièrement, pour les garçons et pour les filles, l'industrie, en fait, peut être une voie d'avenir pour vous. Et donc, du coup, n'hésitez pas à vous intéresser à ces métiers-là. Il y a beaucoup aujourd'hui d'actions pour promouvoir l'industrie. Donc, participez pour connaître ces milieux-là. Et puis, pour les jeunes filles et les jeunes chercheuses, inspirez-vous de personnes. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes scientifiques qui sont mises en lumière. Donc, du coup, maintenant, leurs noms seront sur la Tour Eiffel. Donc inspirez-vous d'elles, et puis cherchez aussi dans votre entourage des personnes qui peuvent vous informer. Il y a plein d'associations aujourd'hui qui accompagnent les jeunes femmes, les jeunes filles dans les sciences, dans la technique, dans les métiers de management. Il y a une multitude d'associations. Utilisez ces associations pour vous soutenir et pour pouvoir vous aider, à vous pousser vers l'avant sur ces métiers-là sans avoir peur. Ni crainte. Voilà. Merci beaucoup, Anna. Merci à toi. Et merci à vous. C'est une première pour nous, ce format. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire. On pourra le réitérer et on pourra mettre en avant nos chercheurs à Mines Saint-Étienne. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir sur ce format vidéo. Merci.